Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène Maltais qui vous parle aujourd'hui le 16 mai 2026 à 11 heures sur Zoom. Donc tout le monde est bienvenu au Métajournal pour y assister. Puis si éventuellement il y a des gens qui se joignent, on pourra avoir la chance d'échanger éventuellement. Mais pour le moment, c'est une formule, comment dire, unidirectionnelle où je vous présente en fait un peu ma compréhension des événements de l'actualité de la semaine, mais surtout, dans le fond, je vous rends compte de ce qui m'a intéressé pendant la semaine. Je vous rends compte de ce qui me préoccupe dans l'actualité, de ce qui attire mon attention, de ce qui retient mon attention. Puis, sans prétention, bien sûr, puisque ça fait pas des années que je suis dans le domaine. Donc, j'ai énormément de choses à apprendre, mais j'ai aussi quand même beaucoup de choses à dire. Et cette semaine, j'ai fait un métajournal mardi. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de sujets. Puis, on va prendre le temps. Donc, ça sera pas très long. J'ai prévu un 45 minutes, mais je sais même pas si je vais faire un 45 minutes. Donc, il faut considérer que la première partie a été faite mardi, puis c'est une deuxième partie. Et il y aura probablement une troisième partie, soit demain ou lundi, si je le peux. Alors, je m'engage avec, comment dire, sous toute réserve, puisque aujourd'hui, il y a deux sujets principaux qui ont retenu mon attention, notamment la conférence de presse de Pierre-Carl Pellado à Québecor, plus tôt cette semaine. En fait, mardi, là, c'était tout juste après, en fait, que j'ai fini de préparer mon métajournal. Là, il y avait la conférence de presse, donc je ne l'ai pas incluse dans mon dernier métajournal, mais j'ai pris la peine là, de l'écouter. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Puis, l'autre sujet là, qui retient énormément mon attention cette semaine, c'est la question de la DPJ de la Mauricie du centre du Québec, puis tous les événements là, qui se sont passés dans les médias cette semaine, puis en lien avec le rapport de la commission d'enquête de la DJCJP. Je suis pas très bonne avec les acronymes. Euh, Direction de la protection des droits de la personne, Commission des droits de la personne et des droits de protection de la jeunesse, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Bon, alors, je vous parle de ça aussi. Avant de commencer, je voulais aussi prendre le temps de reconnaître que nous sommes ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur le territoire du Nitassinan, qui ont été occupés par les Inuits, les Inuits du Pequawakami, pendant de nombreuses années. Et donc, maintenant, ils sont surtout à Mastoyage, mais il y en a plusieurs sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je voulais reconnaître leur importante participation et contribution et aussi leur leadership. Et donc, avant de commencer, je vais quand même parler d'eux parce qu'il y a des choses qui ont retenu mon attention concernant les communautés autochtones et les Premières Nations cette semaine. Notamment, on a appris par Delphine Young de Radio-Canada, entre autres, que Kanawake disait non à la vente de cannabis sur son territoire. Et j'ai pris la peine de faire quelques captures d'écran de l'article parce que je trouvais tellement que ça faisait du bien de lire ces termes. Hein, je trouve qu'ils sont remplis d'une âme qui nous fait défaut. Je n'ai parlé précédemment, mais dans cette obsession de la laïcité, parfois on perd un peu notre âme. Puis là, on sent quelque chose de très fort ici. On dit, par exemple, que bah, c'est dans nos enseignements de ne pas prendre de substances qui altèrent notre esprit. Hein, alors, on parle de notre esprit. Bon, et ça évoque la spiritualité, et puis tout ce qui est dans le fond qui contient de la nicotine, euh, l'alcool et le tabac, ben c'est pas, quand c'est pas utilisé à des fins traditionnelles, c'est des drogues. Et donc, il parle du grand arbre de la paix. À son sommet se trouve la pigargue à tête blanche. Cette tête blanche est censée nous rappeler que nous devons préserver la pureté de notre esprit. Hein, la pureté de notre esprit, c'est pas des mots qu'on entend dans la société de nos jours, hein, depuis qu'on a jeté la religion catholique, qu'on s'est débarrassé, comme disait Stéphane Bureau dans une de ses émissions à Télé-Québec, là. Il disait, on s'est débarrassé, on s'est bien débarrassé de la religion catholique, mais avec elle, on a jeté beaucoup de choses aussi, dont des valeurs spirituelles. Donc, il dit, le cerveau est lié au corps, donc il faut faire attention à ce qu'on ingère pour que ça n'affecte pas l'esprit.
La vente libre de cannabis est perçue pour beaucoup comme une menace sérieuse pour le bien-être, la santé et la sécurité et la santé spirituelle de notre communauté. Alors, je trouvais que c'était important, leur message. Moi, je me situe euh, avec ces gens-là, à tout point, à 100%. Puis aussi, on avait Manon Massé à l'Assemblée nationale qui se battait pour un plan concret et solide d'action pour les citoyens et citoyennes de Kanesatake, là, dans le fond, qui sont la proie du crime organisé, avec, par exemple, des travaux bruyants, avec beaucoup de luminosité, avec des voyages de sable qui sont un peu partout. Donc, on nous parlait de ces choses-là. Eh bien, je souligne ça aussi. Donc, la protection des gens, des communautés autochtones, c'est très important. Puis, ben, c'est ça, parlant aujourd'hui de protéger hein, nos plus vulnérables, nos femmes, nos enfants, nos itinérants. Je voulais vous parler de cette nouvelle-là qui a beaucoup retenu mon attention cette semaine concernant la DPJ. Mais je pense qu'avant d'embarquer dans ce sujet-là, je vais vous parler un peu de la conférence de presse de Pierre-Carl Pellado parce que c'est moins lourd. Ben, c'est quand même important, mais c'est pas de même nature, OK? Il y avait des petites nouvelles aussi dont je voulais vous parler. Entre autres, il y avait l'avocat Daniel Rochefort de 72 ans là, qui avait été accusé de pédophilie, de crime pédosexuel. Mais c'était encore une fois pour vous dire que moi, quand je vous dis que les petits bandits de Saint-Roch, hein, qui sont des enfants de la DPJ, pour plusieurs, ben, ils ne font pas peur, ces gens-là. Ils ont été victimes de violences puis d'agressions systémiques. Puis, je fais pas de lien entre la criminalité dans Saint-Roch, la soi-disant criminalité des gens dans la rue, puis Daniel Rochefort. Mais je dis qu'il y a des gens dans des positions enviables dans la société, comme dans le système de justice, des avocats, qui, eux, font des choses qui sont impardonnables, qui sont bon, il n'y a pas de mot pour qualifier ce genre de choses-là. Alors, souvent, ces gens-là, dans le système de justice, ils ont de l'argent, ils ont la capacité de se défendre, ils ont des contacts, ils ont la rhétorique hein, pour essayer de s'en sortir, alors que bah, quelqu'un qui a été abusé toute sa vie dans le système, par le système, puis qui se retrouve dans la rue avec des problèmes de consommation, souvent pour essayer de calmer un peu cette détresse, ben, c'est pas toujours des personnes qui ont les capacités de se défendre. Hein? Alors, c'est pas. Je veux pas dire qu'un excuse l'autre, mais oui, un peu, je veux dire ça quand même. C'est ce que la vie m'a appris ces dernières années. Je vais aussi mentionner au passage là, qu'il y avait la question dont on avait parlé cette semaine de l'espionnage de PSPP puis du Parti québécois là, par peut-être le gouvernement fédéral ou autre. Puis il y a plein de gens là, qui se prononcent là-dessus. Oui, il s'est fait espionner. Non, il s'est fait espionner. Lui, il dit qu'il paranoïe. L'autre, il dit c'est pas qu'il paranoïe. Puis ça me faisait penser à ce que PSPP il a dit il y a pas très longtemps quand les gens ils lui parlaient des sondages du PQ. Puis il disait, je suis pas à la versée des sondages parce que les sondages disent une chose un jour, puis le lendemain ils disent d'autres choses. Puis là, c'est un peu ça qui se passe avec sa prise de position, là, sa réponse à une question de journaliste, où, dans le fond, on s'amuse là, d'un jour à l'autre à dire bah, il est fou, il est pas fou, il est brillant, il est ci, il est ça, puis tout le monde se prononce sur lui, mais au final, je pense que c'est ça, faut pas dépendre trop de ce que les gens pensent de nous, puis des perceptions des gens, puis des quand dira-t-on, puis des oui-dire, puis des ci, puis des ça, puisque ça compte pas de bon sens. Bon, je vous parle de la conférence de presse de Pierre-Carl Pellado, quand même brièvement, OK? Parce que je l'ai écouté au complet, là, puis j'ai lu un certain nombre d'articles là, à ce sujet-là. D'abord, Pierre-Carl Pellado, c'est un gars du peuple, hein, mais c'est un gars qui parle au monde, puis il est clair, puis il est précis, puis quand il parle, on sent qu'il nous parle, puis il est très intelligent, tu vois, c'est un gars très intelligent, OK? C'est un gars brillant. Mais tout le long de sa conférence, j'avais un malaise. J'ai eu un malaise, je me sentais comme siphonnée. Tu sais, quand quelque chose te tire du jus en arrière-plan, là, c'est vrai que je me sentais pendant que j'écoutais sa conférence, puis je me disais, pourquoi je me sens comme ça? Hein? Je me disais, est-ce qu'il y a là, comment je pourrais dire, un signe ou un symbole ou une manifestation de quelque chose? Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire par rapport à comment je me sens quand j'entends ça? Hein, je me faisais tirer du jus en arrière-plan. OK, alors, il y a Pierre Palado là, qui nous parlait en fait de la baisse drastique de ses revenus publicitaires, ben, des revenus publicitaires de TVA, parce qu'il s'agissait de TVA en fait.
Bon, il cite YouTube, Google Alphabet, qui vaut 4,7 billions. Hein, billions, c'est 1000 milliards. Amazon, 4 billions. Netflix, 360 milliards. Il parle de ByteDance, de Microsoft. Bon, là, je ne veux pas vous dire une fausse information, mais parce que j'ai pris des notes, mais des fois, je ne suis pas assez rigoureuse dans les notes que je prends, mais je pense que j'ai noté baisse de 90% de revenus. Il faudrait vérifier cette information-là, mais en tout cas, c'était drastique et j'ai vu une autre affaire 14%. En tout cas, je ne veux pas vous donner des mauvais chiffres, OK, mais c'était quelque chose de incroyable. Puis, dans le fond, il blâmait, c'est ça, les GAFAM, d'une part, puis d'autre part, la concurrence déloyale de Radio-Canada. Hein, puis tout ça, ben, ça amenait à des pertes d'emploi puis à des fermetures de stations. Puis ce qu'ils demandent, ben, c'est des crédits gouvernementaux, puis des avantages fiscaux ou gouvernementaux, puis aussi des déréglementations par rapport au CRTC, notamment. Puis là-dessus, je voulais faire un lien, OK, avec une chose dont je vous ai parlé précédemment, c'était la prise de parole de Rémi Coffeur au micro de Stéphane Bureau sur la mafia et la Maison-Blanche. Pas Rémi Coffeur, excusez-moi. Jean-François Guéraud qui venait parler dans le podcast 41 de la Maison-Blanche et de la mafia en lien avec un livre qu'il avait écrit. Puis dans cet épisode, à peu près à la 20e minute, jusqu'à 24 minutes, il parle de la déréglementation des milieux financiers, de la haute finance, euh, qui, dans les années 30, si je ne me trompe pas, mais là, encore une fois, il faudrait que je vérifie tout ce que je vous dis, là, mais qui a mené qui a ouvert grand la porte finalement à des fraudes puis à la manipulation par le crime organisé. Bon, OK, là aussi, on parle des médias, on parle de Québécois, on parle d'une grande entreprise, mais c'est un peu ça que Pierre Pellado dénonce. Il dénonce ce manque de régulation, de réglementation, puis de la compétition sauvage, en fait, qu'on se fait faire par les gens des États-Unis. Mais ce qui m'inquiète dans ça, puis ça, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que j'ai peur un peu de l'impact finalement de cette concurrence déloyale des GAFAM, entre autres, sur finalement tu sais, l'ouverture à la jungle, à la grande jungle. Hein, parce que déjà, TVA, puis ça, j'en venir, ils n'ont pas toujours des comportements exemplaires. Alors, je comprends que Pierre-Carl Pellado veut déréglementer, mais la chose la plus intelligente que j'ai lue cette semaine à ce sujet-là, OK, il y avait ça, Zanetti, qui défendait un peu les artistes, puis je le comprends, Sablon, c'est une artiste, puis il prenait la part des artistes. OK, mais il y a Catherine Dorion aussi qui a republié un post d'Alexandre Dumas, l'historien, là, qui fait un podcast, le Woke tant qu'il le faudra, qui a publié différents livres qui ont l'air très intéressants. D'ailleurs, je ne le connaissais pas, mais je vais sûrement m'intéresser à ce qu'il a écrit parce que ça me paraît très intelligent. Donc, lui, il nous disait que, ben, est-ce que le gouvernement doit aider à la propagande? Hein, aider la propagande à être rentable. Normalement, ce qu'il nous dit, c'est que Pierre-Carl Pellado, quand c'est le temps de faire de l'argent puis de faire du profit, c'est lui le boss. Mais quand il perd de l'argent puis tout ça, là, il vient dire que Québécois, c'est un intérêt collectif, puis manipule un peu l'opinion publique pour avoir de la sympathie du gouvernement, des gens, tout ça. euh, pour se faire appuyer. Hein. Alors, c'est un peu le reproche qu'on lui fait. Bon, si PDG de Québécois veut qu'on traite son entreprise comme un intérêt public, qu'il commence par prouver qu'il travaille pour l'intérêt public. Donc, c'est un peu le reproche qu'Alexandre Dumas lui fait. Puis, je pense que c'est un peu ça qui me dérange en arrière-fond. Quand je vous parle toujours, je veux dire, j'ai du respect quand même pour Québécois, qui est une entreprise majeure dans la configuration, tu sais, des entreprises au Québec. Mais je pense que justement, avec le temps, hein, quand on a du pouvoir puis qu'on a de l'argent, des fois, ça peut donner lieu à des dérives puis à de l'abus. Et en ce moment, ça fait partie des choses que j'ai à dire à Québécois, parce que là, j'ai oublié une chose que je voulais vous dire. J'ai perdu mon idée. Donc, ça me reviendra peut-être. Il y avait un journaliste, c'est ça, qui lui demandait, est-ce que vous avez parlé au gouvernement? Est-ce que vous avez parlé au gouvernement? Puis qu'est-ce qu'il dit? Puis tout ça. Puis je trouvais ça un peu, tu sais, le copinage entre Québécois et le gouvernement. À un moment donné, il y a des règles pour les gens, là. Tu sais, ça s'applique aussi à Pierre-Carl Pellado. C'est ça que je veux dire. C'est ça, là, quand ça tire en arrière-plan, c'est ça que je veux dire. Ça tire de l'énergie. OK? Ça tire de l'énergie, toute cette affaire-là. Ça tire de l'énergie.
OK, donc moi j'avais des choses à dire à Pierre Carpellado. La première, c'était concernant la déréglementation, ça mène où finalement? C'est criminogène. C'est ça qui disait Jean-François Guéraud, c'est criminogène, c'est-à-dire que c'est comme un milieu, quand on dit quelque chose qui est anxiogène, ça veut dire que ça suscite de l'anxiété. Bon, mais quelque chose qui est criminogène, c'est que ça suscite du crime. Alors, je comprends ce que Pierre Carpellado essaie de dire. Tu sais, eux autres, ils sont sauvages, donc laissez-nous être sauvages aussi. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça, d'une part. L'autre chose que j'avais à dire à TVA, c'est arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ça, excusez-moi, là, si vous allez me traiter de conspi, parce que c'est le genre de mots que les gens de la droite utilisaient, là, souvent, là. Mais quand je dis prendre les gens pour des imbéciles, là, c'est... euh, quand on regarde la voix, OK, qui, selon ChatGPT, j'ai demandé ce matin combien de téléspectateurs, on m'a dit 1 million point 2, là, 1 million point 164 000, OK, téléspectateurs de la voix aux dernières nouvelles, OK, comme je vous dis, je cite ChatGPT, je sais qu'il se trompe des fois, j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais c'est du monde à la messe au rendez-vous. Mais je questionne grandement l'intégrité de cette émission-là, l'intégrité du processus. Comme je vous ai dit, à certains moments, j'ai eu l'impression qu'on a trafiqué les voix de certains participants, OK, pour The Show Must Go On. Puis l'intégrité des résultats aussi, parce que j'ai l'impression qu'on a manipulé euh, autour de certaines personnes pour les faire gagner. Bon, il y a plusieurs personnes qui questionnaient ça depuis très longtemps, que c'était manipulé. J'ai jamais trop cru, mais cette année, je me demandais, est-ce qu'il y a de l'ingérence étrangère dans la voix? Puis ça, c'est une question que je pose à TVA, puis à Pierre Carpellado, puis à Québécois. Est-ce que Québécois nous dit toute la vérité sur ce qui se passe, hein? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'il est honnête avec les gens, hein? Alors d'abord, il faudrait qu'il soit honnête sur ce qui se passe réellement, parce que d'après moi, la compétition des GAFAM est plus sauvage que ce qu'on le dit encore. Mais c'est ça, on dit qu'on fait la promotion de la culture, puis que TVA véhicule la culture, puis c'est un vecteur de culture, puis ça a été répété de nombreuses fois aussi par les médias, tout ça. Mais quand on regarde justement des émissions comme La Voix, des fois je trouve que c'est un peu le McDo de la culture. C'est un peu le McDo, produire du show, mais au détriment de la qualité puis de l'honnêteté. Puis une autre chose que je voulais dénoncer concernant les pratiques journalistiques aussi, les pratiques télévisuelles, pas les pratiques journalistiques, c'est tu sais, la malhonnêteté, là, pour essayer d'accrocher les gens comme des poissons, là, les espèces de hooks, là, tu sais. Mettons, 5 minutes de production télévisuelle, puis à la fin, tu arrives au retour de la pause. On verra telle chose. Mais finalement, c'est pas au retour de la pause, c'est au retour de la cinquième pause que ça va être, mais c'est comme le gros punch. Puis finalement, ils te l'ont dit tout le long de l'émission, ce qui fait que finalement, tu arrives à la fin, puis tu le sais déjà, parce qu'ils ont passé finalement 2 minutes pendant 6 fois à te dire après la pause, il va arriver ça, puis finalement, ça arrive jamais. Donc, il y a une certaine malhonnêteté, puis il y a de la manipulation. Fait qu'à un moment donné, comment je pourrais dire, quand on prend les gens pour des cons, à un moment donné, c'est pas étonnant qu'on finisse par perdre aussi des parts de marché. Fait que je comprends que Pierre Carpellado, il blâme les GAFAM, puis il blâme Radio-Canada de lui voler sa pub. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il questionne ses propres pratiques aussi. Son intégrité. J'ai des questionnements très sincères sur l'intégrité de Pierre Carpellado et de TVA en ce moment. J'ai donné de mes conseils à Pierre Carpellado. Si, s'il est à l'écoute d'une manière ou d'une autre, lui ou sa gang, peu importe, là, ben, il peut savoir que je lui ai donné la réponse à mon avis de ce qu'il doit faire, Pierre Carpellado. Alors moi, aujourd'hui, je travaille encore bénévolement, mais je lui offre mon aide à Pierre Capelado. S'il veut faire de la TV honnête, s'il veut repenser son rôle puis sa place dans la société québécoise, puis se moderniser puis avancer avec le monde, s'il veut collaborer, moi, je suis prête à l'aider, Pierre Capelado. Je suis prête à participer. Parce que je pense qu'une saine compétition avec Radio-Canada, c'est quand même important. Parce que si la télé gouvernementale, excusez-moi, moi, c'est comme ça que je qualifie ça, là. Si la télé gouvernementale fédérale commence à avoir le monopole, contrôlé par les GAFAM par en arrière, je suis pas sûre là, que c'est sain pour la démocratie. OK? Alors, je pense que c'est important que TVA fasse bien sa job pour qu'il y ait une saine compétition avec Radio-Canada, parce que là, ça compte pas de bon sens, la situation. Alors, j'ai donné mes idées, OK, sur un post du Trisac qui est intitulé PQ, le PQ espionné par le fédéral. Puis à ce moment-là, je m'intéressais à ça, donc c'est pour ça que j'avais écouté ce segment-là. Mais finalement, ça parlait
des GAFAM, puis d'autres paquets de choses. OK, qui est intéressante aussi. Puis j'ai donné des commentaires abondamment sur ce post-là. OK, mais entre autres, là, il faudrait que Pierre-Carl Pelado y arrive en 2026, là. À mon avis, ça vaut pour le fédéral, puis ça vaut pour le provincial aussi, ce que je vous dis. Mais je pense que ça serait le rôle de Pierre-Carl Pelado de se mettre à jour, là, puis de nous dire qu'est-ce qui se passe, puis comment ça fait que c'est pas fait, OK? Parce que moi, je connais des gens aussi dans les médias qui ont essayé de nous donner une plateforme de médias sociaux québécois. OK? Ça n'a pas abouti, on n'a pas de nouvelles de ça. Ça fait 2, 3 ans que ça dure, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, ça prend des médias sociaux québécois, ça prend, ça prend un système d'exploitation québécois, ça prend des ordinateurs québécois. Il faut se mettre au goût du jour, puis il faut avoir nos propres produits. Je l'ai dit en ligne, OK, gratuitement comme ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut faire compétition à ces gens-là, là où ils nous enlèvent les choses. Mais est-ce que c'est possible? Comprenez-vous? Donc, ça nous prend un système d'exploitation pour contrer Microsoft. Ça nous prend un média social québécois pour contrer Facebook. Ça nous prend une plateforme de diffusion vidéo pour contrer Google. Ça nous prend tout ça. Ça nous prend tout ça au Québec. On nous prend des logiciels de traitement de texte Word, etc. pour la suite Office pour faire compétition à Microsoft 365, un logiciel de courriel. OK, ça prend ça, ça prend ça. Parce que, ben, entre autres, Pierre Capellado dénonce la publicité ben, sur les GAFAM. Mais là, la publicité sur Facebook, ça s'en vient, là. Ça a déjà commencé. Tu commences à regarder des vidéos sur Facebook, tu as de la publicité sur Facebook. Bientôt, ce sera de la publicité sur Facebook. Puis, voilà, tranquillement, pas vite, on a grugé le marché. Puis là, ben, après ça, on va mettre ça payant. Puis déjà, on commence à avoir des abonnements puis des affaires payantes sur Facebook. Alors, tu sais, pourquoi on n'en est pas là, nous? C'est ça que je comprends pas. Puis quand je dis des fois je comprends pas, c'est que j'ai une thèse, mais je comprends pas pourquoi personne le dit. Tu sais, pourquoi personne n'en parle. Il doit y avoir une compétition extrêmement sauvage pour qu'on ne soit pas encore rendu à se doter de nos propres outils permettant de faire la compétition aux Américains sur notre propre terrain. Bon, après, il faut évoluer. Il faut vraiment évoluer. Bon, j'ai encore des choses à dire, mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Comme je vous dis, Pierre Pelado va pouvoir bénéficier gratuitement. Hein. Comprenez-vous pourquoi ça me suck up my energy? C'est parce qu'en arrière-plan, moi, je travaille comme une imbécile pour gratuitement. Je suis bénévole pour TVA, moi. T'sais, alors, l'autre, Martineau, il dit, ah, la recherchiste de Jean-Philippe Vautier. Non, je suis la recherchiste de bénévole de Pierre-Carl Pelado en ce moment. Puis, j'ai même fait des vidéos sur la voix. Ça n'arrivera plus, là. C'est la dernière fois que ça arrive. Et alors, je questionne sincèrement le fait de mon travail en ligne pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais je sens que pas que je manque de préparation, mais c'est comme il y a des émotions qui sont mélangées à ça. C'est ça, j'ai un peu de colère. Tu sais, je suis comme jusqu'à où je vais aller gratuitement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Jusqu'où je vais aller gratuitement? Pour après me faire dire que je suis une conspirationniste ou n'importe quoi, là, qui va jeter du discrédit sur ma parole, peu importe ce que je vais dire. Tu sais, ça sera toujours manipulant en arrière-plan pour discréditer ce que je vais dire, pour enrichir des gens comme Pierre-Carl Pelado. Je suis un peu d'accord avec Alexandre Dumas. Bon, j'en arrive à mon autre sujet. OK, en fait, ce que j'ai fait, je vais être très honnête avec vous, j'ai fait du fact-checking de Patrick Lagacé puis de Sébastien Houle. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait du fact-checking. Parce que j'ai vu le segment de Patrick Lagacé qui abordait 3 ou 4 sujets, là. Je pense que c'est jeudi le 14 mai. OK, entre autres, ça disait, bon, la DPJ a menti concernant des adoptions, OK, pour accélérer des processus d'adoption. Puis, j'allais écouter ce segment-là, puis il y avait d'autres sujets aussi qui m'interpellaient. Mais comme je vous dis, j'ai décidé de parler de moins de choses aujourd'hui. Et là, ben, j'essayais de me démêler dans ce dossier-là de la CDPDJ. C'est tout ça?
CDPDJ, c'est ça, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. OK, qui disent dans leur rapport que j'ai fait imprimer ici, OK, rapport de 2025, du 24 avril 2025, OK, qui est une enquête systémique en protection des droits de la jeunesse, Mauricie et Centre du Québec. OK, ce qu'ils disent dans ce rapport-là, c'est que c'est suite à une hausse des demandes dans Mauricie et Centre du Québec. OK, ils ont pris l'initiative. OK, Patrick Lagacé disait que c'est une enquête journalistique. D'après ce que je vois là, c'est pas ça. C'est une enquête des commissions des droits de la personne. Mais je veux pas contredire Patrick Lagacé parce que il a plus de crédibilité que moi, Patrick Lagacé. Puis c'est correct aussi, c'est beaucoup de choses. Mais des fois, il dit n'importe quoi, puis ça, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est très, très grave. Il y a des affaires qu'il disait dans ce segment-là qui m'ont sidéré. Mais on va commencer par ce dossier-là, puis après ça, tranquillement, pas vite. Je vais peut-être faire des prises de parole, comme je disais, plus régulières, des 45 minutes, plutôt que de faire des heures, heures et demie, une fois par semaine. Je sais pas, je réfléchis, comme je vous dis, je suis en expérimentation, je suis en rodage. On appelle ça du rodage. OK, donc le 16 février, OK, la CDPDJ a fait une enquête à sa propre initiative à cause des hausses, OK, des signalements. OK, ça concernait initialement 140 cas entre le 1er janvier 2021, on est rendu en 2026. OK, puis le 6 janvier 2023. Donc, on voulait OK, réviser, OK, c'est ce que le rapport nous dit, 140 cas, OK, d'enfants de moins de 6 ans qui avaient été signalés à la DPJ. Ce nombre-là est rendu à 157. Là, c'est ce qu'on apprend dans la commission parlementaire. C'est ça que je vais en arriver. Ce que raconte Patrick Lagacé, il a pas mal tout dit, en fait. Pour ça, j'ai fait du fact-checking. C'était quand même concluant, là. C'était pas... J'ai rien à leur reprocher, là, au niveau factuel. Au niveau factuel, bon, ce qu'on dit, c'est pas... Le problème, c'est pas le factuel, c'est la culture organisationnelle. C'est la culture organisationnelle. Puis c'est ça qu'on reproche au centre... à la DPJ de Mauricie-Centre du Québec. OK? On dit que la culture organisationnelle a fait en sorte de limiter le développement puis le maintien des liens entre les enfants puis leurs parents, puis que ça a favorisé et accéléré les demandes d'admissibilité en adoption en violation des principes de la DPJ, la loi sur la protection de la jeunesse. OK? Bon, je l'ai pas mal tout lu le rapport, là. C'est assez incroyable ce qu'on apprend là-dedans, là, tu sais, qu'il y a, bon, il y a pas de critères, certains critères n'ont pas été évalués, qu'on n'a pas utilisé certains outils. OK, on dit, mettons, dans 66% des dossiers où l'on met de l'avant le fait que l'enfant, un des parents ou un autre enfant de la famille ait reçu dans le passé des services de la protection de la jeunesse, c'est ça le critère qui a été considéré. Ça, on appelle ça du profilage social. Parce que tes parents étaient à la DPJ, parce que ton frère était à la DPJ, parce que ci, parce que ça, ben, la DPJ. Alors, ça devient, comprenez-vous, une mesure systématique, OK, de profilage social avec les résultats qu'on connaît qui mènent à l'itinérance. Comprenez-vous, c'est pas ce que je veux en venir à ça. C'est pas que je veux en venir à ça, mais c'est la cause est là. La cause est là. OK, bon, il y a beaucoup, beaucoup de statistiques. Là, je ne vous les dirai pas toutes, mais on pourrait prendre le temps quand même de les faire. OK, mais le rapport est quand même assez facile à trouver sur Internet. Rapport, OK, Mauricie Santé du Québec, DPJ, vous allez le trouver tout de suite. OK, on dit que dans plusieurs cas, il y a des informations qui ont été omises, manipulées ou inventées. OK, c'est ça qui a été rapporté là, par la radio de Patrick Lagacé, 98.3, 98.5, je ne suis pas certaine. OK, ma mémoire. Euh, on remettrait ça en commentaire ou on peut aller vérifier, là. Et on dit des efforts de surveillance et des techniques d'intervention peu éthiques ont été utilisés dans des dossiers afin de démontrer la continuité de la situation de compromission, l'absence d'un progrès des parents ou l'incompétence parentale de ces derniers. Bon, alors là, il y aurait beaucoup de liens à faire, mais il faut faire attention aux liens qu'on fait. Mais il y aurait beaucoup de liens à faire. OK, donc on parle de surveillance. OK? On parle de surveillance. Bon, alors on a beaucoup, beaucoup d'informations, puis entre autres, la recommandation, là, c'était d'évaluer tous les dossiers, pas seulement les 140 qui sont devenus les 157, mais on est rendu à 1500 dossiers. C'est ça là, que je comprenais pas trop, c'est quoi ces 1500-là? C'est ceux qui ont été recommandés d'étudier à la suite du rapport. OK? Donc là, 16 février 2023, on a l'enquête. Automne 2024, OK, l'affaire de la tutelle.
OK, Lionel Carman, il n'a pas dit clairement qu'il avait été mis sous tutelle. Il a dit que c'était ça, mais ça n'a pas été formellement, clairement dit que c'était un mécanisme de tutelle, là. Ça n'a pas été nommé clairement. OK, que cet organisme-là était en tutelle. Et là, il y a eu le rapport, OK, le 24 avril 2025. Et là, c'est là un peu qu'on est rendu parce que, bon, on était en commission parlementaire. Je suis allée écouter la commission parlementaire. J'ai cherché longtemps parce que, justement, c'est ça mon troisième sujet dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce que c'est un gros sujet. C'est un très gros sujet. C'est la loi permettant de mieux accompagner les gens, les personnes dont l'état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d'autrui. OK? C'est la loi 23. Alors, je veux pas dire que ce dont on parle là, c'est pas important, c'est très important. OK? Mais ce que je veux dire, c'est qu'une chose menant à l'autre, OK? Faut bien comprendre tout ce qui se passe. OK? Donc là, on est en commission parlementaire. Si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, OK? Vous allez dans commission parlementaire. Ensuite, c'est ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis là, c'était la commission parlementaire sur les crédits budgétaires de 2025. Puis le segment, c'était à 1h50. OK, alors là, on a la députée de Baldwin, Brigitte Bégarceau, la libérale, OK, qui questionne Lionel Carman à ce sujet-là. Bon, ça a sorti dans les journaux. On a lu l'article de Sébastien Houle. OK, c'est l'article de Sébastien Houle du 13 mai, OK, qui était juste avant l'émission de Patrick Lagacé. 1500 dossiers en révision à la DPJ Mauricie et Centre du Québec. Bon, il était là où il a écouté, mais il fait un résumé de ce qui s'est dit pendant cette séance-là. OK, ça a bien du bon sens. Puis, ça a bien du bon sens ce qu'il dit, Sébastien Houle. Puis ensuite, on avait, bon, la prise de parole de Patrick Lagacé qui disait que ça n'avait pas l'attention médiatique que ça méritait. Bah, que dire de plus? Et là, le lendemain, j'ai pas vu que ça a été discuté dans les médias, mais Sébastien Houle a publié un autre article le 15 mai. DPJ Mauricie Centre du Québec, le grand écart de Leslie Hill. OK, qui était à l'ACFAS pour présenter une conférence, puis on lui a posé des questions sur les fameux 1500 dossiers en révision. OK? Donc, là, la directrice de la DPJ, Leslie Hill, OK, c'est d'elle dont il est question dans cet article-là du 15 mai. OK, elle est en poste depuis le 31 octobre 2024, soit 3 semaines après qu'il y a eu des fuites dans les conclusions préliminaires du rapport, OK, selon ce que j'apprends là, de Sébastien Houle et compagnie. OK, puis avant, c'était Catherine Lemay qui était à la DPJ en 2024. OK, donc il y avait là, OK, à la commission parlementaire, Leslie Hill, OK, à côté de Lionel Carman. Puis il y avait la députée fédérale, la libérale, qui a questionné énormément. OK? Bon, on voyait qu'elle avait plus de drive, puis plus de compréhension, puis plus de préoccupations sincères que le ministre Carman, il avait l'air complètement déconnecté. Alors, pour essayer de me rappeler sa démission, OK, de la CAQ, du caucus de la CAQ, était le 30 octobre 2025, et il aurait intégré le 1er avril. OK, donc, il y a quand même un bon bout qui n'était pas là, Lionel Carman, là, pour savoir ce qui se passait avec les dossiers. Fait que là, il a l'air complètement déconnecté de la réalité. On lui pose des questions, puis il y a pas de réponse. Il y a pas de. On va voir ce qu'on peut faire, on va s'informer, OK? Puis c'est ce que je lis aussi dans les journaux, là, tu sais, concernant notamment un article que j'ai lu dans Le Devoir aussi, OK? Euh, Écrit par François Carabin le 14 mai, OK? Qui nous dit 5 ans après la commission Laurent, le chien de garde des enfants propose de nouveau une charte pour le droit des enfants. OK? Alors la commission Laurent, c'était une commission qui était, comment on dit, établi, généré, mis sur pied, commandé, je sais pas, en 2019 pour examiner la DPJ. Puis leur rapport a eu lieu en 2021. OK? Puis dans ce rapport-là, on disait qu'il fallait créer une charte du droit des enfants. Puis c'est ce que la commissaire, OK, Marie-Ève Brunet-Kitchen, la commissaire au bien-être et aux droits des enfants, qui est aussi un nouveau poste, OK? C'est la deuxième qui est en poste. Elle est là depuis
quelques mois, attendez, là, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, il est à quelque part dans l'article. C'est que je ne veux pas trop faire de lecture à vue pendant que je passe, ça va être un peu long et plate. Mais c'est sur Marie-Ève Brunet-Kitchen, OK, qui est en poste depuis quelques mois, OK, euh, recommande la même chose, qui a été recommandé il y a 5 ans par la commission Laurent. Puis là, ben, on dit, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, avait affirmé en 2023 qu'il fallait voir si la rédaction d'une charte était nécessaire. Ben, c'est un peu ça sa position, Lionel Carman. On va voir si c'est possible, on va voir si c'est nécessaire, on va voir. On va voir ce que le commissaire va nous demander, on va analyser les besoins, on va voir. On va voir, c'est ça. OK? OK, donc 12 mai 2025. OK, donc ça fait un an qu'elle est là, Mme Brunet-Kitchen. Donc, je le trouve là. OK? Ça fait un an. OK, donc il est évasif, il prend pas de décision, il prend pas d'action, il a pas l'air, il regarde à gauche, il regarde à droite, il a l'air d'un pion dans l'histoire. OK? Donc, comment ça se fait que ça avance pas, ces dossiers-là? C'est ça que je me demande. C'est ça que je me demande. En toute sincérité. J'ai pas tant des commentaires à faire sur ça, là, parce que j'ai des choses à dire, évidemment. Des choses à dire, parce que j'ai été 6 ans dans la rue avec les gens dans la rue. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Justement, parlant de choses à dire, je vais terminer avec ça. Je vous l'ai déjà dit, dans le fond, j'ai volé mon punch un peu, mais euh, il y a eu le 6 et le 7 mai, OK, une commission parlementaire sur la loi 23, qui est la loi permettant de mieux accompagner les personnes dans l'état mental, représentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui, là. Bon, OK, j'ai commencé à lire, mais c'est très, très exhaustif, là. Faut tout que je lise, puis que je me tape les vidéos, puis les verbatims, là. Puis, dans le fond, au début, on reproche, en fait, d'avoir donné seulement 4 jours pour débattre de cette loi-là. OK, de cette loi-là. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de ça, puis ça passe un peu sous silence. Tu sais? OK, alors, on va essayer d'en parler demain. OK, plus en détail. OK, parce que c'est très important. J'ai énormément de choses à dire là-dessus. Énormément de choses à dire là-dessus. OK, alors, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire ce matin? Comme je vous ai dit, ces choses-là ont retenu mon attention depuis mardi. OK, mais il y a bien d'autres choses qui se sont passées, évidemment, dans l'actualité. Là, il y a Christine Fréchette qui était à Paris, il y a eu Mark Carney avec sa politique sur l'énergie. Comprenez-vous, on ne peut pas parler de tout dans la vie. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est qu'à un moment donné, il y a des choses plus sociales, hein. Je vous l'ai dit au début, je vais faire une maîtrise en travail social, donc je vais m'intéresser plus aux questions sociales. C'est ça qui m'intéresse. Alors, les questions industrielles, ça m'intéresse moins. Tu sais, pour l'instant, c'est comme ça. OK? Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai parlé aujourd'hui pendant 38 minutes. C'est plus raisonnable. Alors, si je peux faire autour de 45 minutes, de toute façon, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Puis je m'excuse, ma performance médiocre, mais euh, bon, il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Comme je vous disais aussi, j'ai un conflit de valeurs. J'ai des conflits d'intérêts. J'ai des conflits d'intérêts. J'en ai parlé de mes conflits d'intérêts avec les GAFAM. Hein, j'ai des conflits d'intérêts avec Microsoft, j'ai des conflits d'intérêts avec YouTube, j'ai des conflits d'intérêts avec Facebook. OK, mais j'ai des conflits de valeurs aussi par rapport au fait de travailler bénévolement pour Richard Martineau puis Jean-Philippe Vauthier. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis pour Québécois puis Mark Carney, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, il n'y a personne qui me paye ici, là. Je travaille pour moi-même, je suis libre et entière dans ce que je dis. Mais, euh, mais c'est ça. Il va falloir que je gagne ma vie aussi. Mais à un moment donné, les gens sont imputables. Alors, si Lionel Carman, il est là à gauche puis à droite, puis il n'est pas imputable de rien, quand Guillaume Clichy-Rivard, il dit, bah, les fouilles à nu, il y en a-tu, puis il dit non, puis il y en a eu 3000, ben, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, Lionel Carman, il dort au gaz à quelque part. Alors, il faut faire attention, OK? Mais ceci dit, euh, on parlera de toutes ces choses-là, peut-être demain ou lundi. Comme je vous dis, il faut que je me plonge là-dedans, puis là, il fait beau. Fait que faut quand même que je décroche un peu parce que je travaille le samedi, là, beaucoup ces temps-ci. Donc, voilà. OK? Alors, il y a d'autres choses aussi que j'ai à dire. Mais une chose à la fois.
OK, fait que je vous remercie d'avoir été là, puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. À la prochaine!